Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode pour calculer ce qu'on appelle une température de flamme. Alors qu'est-ce qu'une température de flamme? C'est tout simplement la température de la fin d'une réaction qu'on considère comme étant adiabatique, alors soit parce qu'elle est extrêmement rapide et les transferts thermiques n'ont pas le temps d'être quantitatifs, soit parce qu'elle a lieu dans un thermostat. Et on suppose également que la transformation elle est isobare parce qu'elle se fait à l'air libre. Bon, si jamais la transformation est rapide, il suffira qu'on dise qu'elle est monobare, c'est-à-dire pression extérieure constante, pression atmosphérique, avec état initial et état final à l'équilibre thermodynamique, ce qui revient au même. Alors la méthode se décompose en trois étapes. On commencera dans un premier temps par faire un tableau d'avancement et déterminer l'état final de la réaction. On décomposera ensuite la transformation en sous-étapes. Alors par sous-étapes, j'entends distinguer en fait la réaction chimique qu'on considérera à température qui est la température initiale constante. Puis toute l'énergie qui a été libérée par la réaction chimique servira à élever la température de ce qui nous reste à la fin de la réaction chimique, de la température initiale à la température finale. Bon, bah ça c'est dans le cas où la réaction est exothermique. Si c'est endothermique, on va avoir un abaissement de la température, mais la méthode reste la même. Sans oublier éventuellement des changements d'état, si jamais la température finale passe par exemple au-dessus de la température de fusion d'un produit. Et puis la troisième étape, on va réaliser un bilan d'enthalpie de chaque étape de notre décomposition, puis également de la transformation globale. On va appliquer cette méthode sur l'exemple du grillage du plomb. Donc la réaction chimique est Pb solide plus 3,5 de O2 gazeux donne PbO solide plus SO2 gazeux, réaction qui a lieu à l'air libre. Alors on verra ce qu'il en découle. On donne l'enthalpie standard de réaction, delta RH0, qui est négative, ce qui nous signifie bien que la réaction est exothermique. Et on donne également la constante d'équilibre, K0, qui est de 10 puissance 17. Alors première étape, on réalise le tableau d'avancement, donc j'ai déjà commencé à le remplir, notamment avec l'état initial. Donc dans l'exercice, on va prendre par exemple, ça c'est l'énoncé qui vous le dira, la même quantité de matière initiale de Pb et de O2. Ok. Donc, état initial, l'avancement vaut 0. État final, XIF, qu'on va noter Ximax tout simplement parce qu'on a une réaction qui est totale. Alors comment est-ce qu'on sait qu'on a une réaction totale? C'est tout simplement parce que la constante d'équilibre est très supérieure à 10 puissance 4. Donc, on sait qu'un des deux réactifs va être limitant, puisqu'on consomme 3,5 O2 pour 1 PbS et qu'on a la même quantité initiale. On constate que c'est O2 le réactif limitant. Ce qui veut dire que, ici on va avoir N moins Ximax qui sera non nul. Là on a N moins 3,5 de Ximax qui sera égal à 0 puisque c'est le réactif limitant. Ximax. À partir de la relation qu'on a obtenue sur le réactif limitant, on en déduit que Ximax qui va être égal à 2 tiers de N. D'accord? Ce qui veut dire qu'à la fin, PbS, il va nous rester N moins 2 tiers de N, c'est-à-dire N sur 3, c'est-à-dire Ximax sur 2. Alors vous voyez que dans mon tableau d'avancement apparaît également une colonne spectateur. Il faut bien prendre en compte les spectateurs lorsqu'on calcule une température de fin de réaction. Alors oui, ils ne vont pas intervenir dans la réaction, par contre ils vont prélever une partie de l'énergie qui a été libérée par la réaction pour eux aussi voir leur température s'élever. Donc ici, on sait que dans l'air, on a 4 fois plus de N2 que de O2. Donc si on avait une quantité de matière N de O2, on a 4N de N2 qui reste constante puisque ça n'intervient pas dans la réaction. Et par rapport à la relation qu'on avait, N égale à 3,5 de Ximax, ça ne donne que 4N, ça vaut en fait 6 Ximax. Ok? On utilisera cette relation-là pour la suite. Ok, première étape, finie. Ensuite, l'idée c'est de décomposer en sous-transformation la transformation globale. Donc au départ, on part de Pb solide et O2, O2 gazeux avec des quantités de matière Nn à température initiale. On va rajouter ici N2, donc on a déterminé que sa quantité de matière valait 6 Ximax à la température initiale.
Et à la fin, on a du PBO solide. Donc on a déterminé quantité de matière Ximax à la température finale. SO2 pareil, Ximax à la température finale. N2, 6 Ximax à la température finale. Et on n'oublie pas également ce qui nous restait de PBS. Je vais le rajouter au-dessus. Donc ça, c'était l'état final. Bon, je vais le rajouter ici. Hop. PBS, que je n'avais pas mis dans le tableau. Il nous en restait Ximax sur 2 à la température finale. On notera ΔH, la variation d'enthalpie globale de l'état initial vers l'état final. Et donc on décompose ça en, premièrement, une réaction chimique. AT égale TI égale constante. Ça veut dire que PBS et O2 vont devenir PBO, quantité de matière produite Ximac, à TI. SO2, quantité de matière produite Ximax, et on est à TI, puisque la réaction avait lieu à TI. Il nous reste du PBS, Ximax sur 2, toujours à cette température initiale, et sans oublier N2, qui est spectateur, 6 Ximax à la température initiale. On note ΔH1, la variation d'enthalpie, lors de cette réaction chimique. Et ensuite, tout ce qu'on avait obtenu à la fin de la réaction chimique va voir sa température s'élever de TI à TF. Donc là, on a la partie élévation de température. On ne considère pas de changement d'état dans cet exercice, élévation de température. Et on note ΔH2, la variation d'enthalpie lors de cette étape. On procède ensuite au bilan enthalpique. Donc de façon générale, ΔH, puisqu'on a une transformation qui est isobare, va pouvoir s'écrire WI, c'est-à-dire travaux autres que force de pression plus Q. On n'a pas de travaux autres que les forces de pression, et Q égale à 0, puisque la transformation est adiabatique. Donc, ΔH égale à 0. Ensuite, pour la première étape, la transformation chimique, c'est simple. La variation d'enthalpie lors d'une réaction chimique isotherme isobare, c'est simplement l'avancement de la réaction, qui est Ximax ici, fois ΔRH0, l'enthalpie standard de réaction. Ok. Il ne nous reste plus qu'à déterminer ΔH2 et de mettre tout ça ensemble. Pour ΔH2, on sait que lorsqu'on a une élévation de température, la variation d'enthalpie vaut l'intégrale de la température initiale à la température finale de Cp dt. Alors, dans Cp, il faut prendre en compte tout ce qu'on a et qui va voir sa température s'élever. Je vais noter ça Cp tot. Donc, dans Cp tot, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir PBO, donc quantité de matière finale de PBO fois le Cp molaire de PBO, plus quantité de matière finale de SO2 fois la capacité thermique molaire de SO2, plus quantité de matière finale de c'était Pb, pardon, ce qui nous restait de plomb, fois le CPM de Pb, plus la quantité de matière de N2 qui est spectateur, mais qui intervient ici, fois le CPM de N2. Ok. Ce qui nous donne ΔH2. Puisque Cp tot ne dépend pas de la température, on peut le sortir de l'intégrale. Et ça nous donne, en remplaçant également les quantités de matière par leur expression en fonction de Ximax, on peut mettre Ximax en facteur de Tf moins Ti, qui sort de l'intégrale. Et donc, on avait une fois Ximax pour PBO, donc il nous reste CPM de PBO, plus une fois Ximax, donc une fois CPM de SO2, plus un demi de Ximax, donc il va nous rester un demi de CPM de PB, plus 6 Ximax de N2, donc ça fait 6 CPM
de N2. Voilà, maintenant qu'on a les enthalpies de chaque étape, on va utiliser la propriété de l'enthalpie qui nous dit que c'est une fonction d'état extensive. Fonction d'état, c'est-à-dire que sa variation est la même quel que soit le chemin suivi pour aller d'un état 1 à un état 2. Et le fait qu'elle soit extensive nous dit qu'on peut additionner delta H1 et delta H2. Donc on a delta H égale delta H1 plus delta H2, ça qui était égal à 0. Et du coup, vous voyez que ça nous donne une relation. Ximax delta RH0 plus Ximax TF moins TI fois tout ce qu'il y avait dans le crochet égale à 0. Les Ximax vont pouvoir se simplifier. Ça nous permet d'aboutir à l'expression de la température finale qui sera égale à TI moins delta RH0 divisé par tout ce qu'on avait mis dans le crochet. Il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. Voilà donc pour la méthode de calcul d'une température finale de réaction isobar isotherme. Je vous remercie pour votre attention.